Bonsoir, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois sur d'ailleurs ceux qui reviennent sur notre troisième webinaire. Je m'appelle Stéphanie Villemin, je suis représentante de l'Alliance solidaire des Français de l'étranger, la SFE, à Madrid, et puis tête de liste pour les élections des conseillers consulaires. Des élections qui d'ailleurs, je le rappelle, auront lieu à partir de ce vendredi 21 mai jusqu'au mercredi 26 mai en vote électronique et le dimanche 30 mai à l'urne. Qu'est-ce que sont les conseillers des Français à l'étranger? Ce sont des élus locaux et de proximité qui soutiennent et représentent les Français de l'étranger auprès des ambassades, des consulats de France à l'étranger. Ils siègent au conseil consulaire et sont chargés d'émettre des avis sur les questions inhérentes à la vie quotidienne des Français de l'étranger. Ils sont consultés pour toute question relative à l'emploi, à la santé, l'apprentissage, l'enseignement ou encore la sécurité des Français à l'étranger. L'expérience de la SFE, elle est mondiale, puisque depuis 2014, elle est présente dans plus de 100 pays. Et en Espagne, nous espérons nous engager à vous représenter efficacement, d'abord à proximité dans les régions, avec un dialogue ouvert, indépendant, libre de toute contrainte partisane, très, très importante pour nous, et à vous assister auprès des instances françaises de la circonscription à partir de Madrid et puis évidemment auprès de Paris. Alors aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous présenter un webinaire sur l'entrepreneuriat en Espagne, qui est un sujet qui semble intéresser beaucoup de monde, puisque vous êtes très nombreux ce soir à nous rejoindre. Des tutorats au prix de l'innovation et en passant par des incubateurs de start-up, de très nombreux Français se sont lancés ou se lancent à l'heure actuelle. Alors, comment monter son entreprise en Espagne? Dans quel secteur? Par où commencer? Quoi faire attention? Pour répondre à ces questions, avec nous cet après-midi, nous avons dans l'ordre de passage Mathias Vasquez, qui est chef d'entreprise spécialisé en accompagnement start-up. Il abordera des points clés auxquels il faut réfléchir avant de créer son entreprise en Espagne. Nous avons également Nicolas Devalette, multi-entrepreneur depuis 20 ans en Espagne maintenant, et il est présent pour témoigner un peu sur les difficultés, peut-être les surprises qu'on peut rencontrer d'un point de vue administratif ou juridique, ou autre. Et puis Benoît Barrière, qui est avocat fiscaliste et qui fera le point sur la résidence fiscale, un point important, et sur les choses comme les impôts sur les revenus, par exemple, en Espagne, en France. Et puis à la fin, on laissera 15 minutes pour les questions. Alors n'hésitez pas à aller sur le chat pour poser vos questions pendant que nos invités vont nous parler, mais également à la fin. Je voulais remercier Nathalie qui est avec moi présente pour animer ce débat et puis poser des questions qui peuvent vous tenir à cœur. Évidemment, quand nous ouvrirons pour les questions, n'hésitez pas également à lever la main et à venir parler si vous le souhaitez. Donc, pour commencer, je voudrais souhaiter la bienvenue à Mathias qui va nous parler un petit peu des démarrages. Mathias ? Oui, bonjour. Bonjour à tous. Merci Stéphanie. Merci à toute l'équipe et ravi d'être là avec vous aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous parler de comment démarrer, comment créer une entreprise en Espagne. Voilà, avant tout ce qu'il faut en fait réfléchir avant de démarrer son entreprise. Donc voilà, si jamais je suis Mathias Vasquez, je suis économiste de formation, je suis fondateur et CEO de mon entreprise.es, je suis consultant, mentor pour des startups un peu partout en Europe, principalement dans le business development et dans la gestion des opérations. Donc voilà, comme vous le savez tous, on vit actuellement dans un monde tourné vers le digital, vers le e-commerce, vers les infopreneurs. Internet est partout. Internet est aussi devenu un atout pour les entreprises, pour tout entrepreneur. Les startups se multiplient, tout devient de plus en plus accessible, de plus en plus de solutions digitales existent pour simplifier la vie des entrepreneurs. On vit aussi une période où, en fait, on connaît une perte aussi de confiance dans le salariat, dans l'emploi, dans les CDI. Donc voilà, de plus en plus de gens se tournent vers l'entrepreneuriat, de plus en plus d'informations aussi pour pouvoir entreprendre sont de plus en plus accessibles. Bref, on vit un vrai bouleversement tech qui ne fait que commencer. Donc, une des premières choses avant de démarrer une entreprise, que moi j'entends beaucoup avec tous les entrepreneurs que je travaille, c'est on pense souvent qu'il faut avoir une idée innovante, il faut avoir the idea. Mais en fait, ce que beaucoup d'entrepreneurs font, en fait, les entrepreneurs à succès, et ça c'est quelque chose que très peu de gens savent, c'est qu'en fait, ils font ce qu'on appelle surf the wave. En fait, beaucoup de startups qui existent en Europe, en fait, sont inspirés de startups qui existent déjà ailleurs. Donc, beaucoup d'entrepreneurs pensent et en fait perdent beaucoup de temps à définir leur idée innovante, alors qu'en fait, finalement, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites et on peut simplement adapter en fait, changer certaines choses pour un certain marché spécifique.
En fait, l'innovation, à l'heure actuelle, c'est soit on innove un produit ou un service par le digital, ou alors on se positionne différemment sur un marché. Donc, en fait, la différence entre une startup et une entreprise classique, c'est qu'en fait, une startup ne se veut pas être rentable sur du court terme. Une startup a généralement en fait recours à des investisseurs privés, des investisseurs aussi publics, et en fait a un but de développement sur du long terme. Alors qu'en fait, une entreprise classique peut en fait être rentable dès le premier mois d'activité. Donc, voilà, en fait, il y a toujours cette question qui rentre dans les créations d'entreprises. Est-ce que j'ai besoin d'un investissement? Est-ce que mon entreprise doit se faire financer? Est-ce que j'ai besoin d'investisseurs? Mais en fait, avoir besoin d'investisseurs, c'est quelque chose qui doit se réfléchir. Ce n'est pas quelque chose qui est forcément automatique. Un investissement doit avoir un but. Donc, un but, c'est de se développer. En fait, autre chose aussi qui rentre souvent dans les, que je vois beaucoup avec les entrepreneurs avec lesquels je travaille, c'est en fait le plan et la vision qu'ils ont avec leur société. Qu'est-ce que cette société va avoir comme place dans ma vie? Est-ce que c'est quelque chose que je veux développer sur du très long terme? Est-ce que je veux que cette société soit une partie de ma vie? Et ça, c'est toutes des questions auxquelles il faut se poser avant de démarrer son entreprise. Aussi, certaines choses qui ne sont pas forcément réfléchies par des entrepreneurs ou par des startups, c'est quelles vont être mes stratégies d'exit. Un exit, en fait, c'est une sortie. Est-ce que en fait, je veux rester dans mon entreprise toute ma vie? Est-ce que en fait, à un moment, je veux vendre mon entreprise? Est-ce que je veux faire entrer d'autres actionnaires dans mon entreprise? C'est toutes des choses auxquelles il faut réfléchir. Autre chose aussi que je vois beaucoup avec des entrepreneurs, c'est qu'ils ne prévoient pas de budget pour monter leur société. Ça, c'est une grosse erreur. On ne peut pas démarrer une société sans argent. Il faut voilà, soit avoir de l'argent voilà, soi-même qu'on a économisé, soit voilà, faire un prêt à une banque, travailler avec des investisseurs. Mais c'est très compliqué de démarrer une nouvelle entreprise sans budget. Aussi, une erreur qui est assez classique que je vois beaucoup avec les entrepreneurs, c'est qu'ils se versent de gros salaires très rapidement. Or, en fait, les revenus qui sont générés par l'entreprise sont des revenus qui doivent être réinvestis dans l'entreprise. Il faut aussi avoir un plan marketing très intelligent, un cycle de vente très clair et aussi s'entourer d'une bonne équipe. Sur du court terme, donc en fait, il faut définir son idée. Il faut avoir ce qu'on appelle un MVP. Un MVP, c'est un Minimum Viable Product. En fait, c'est une version bêta de votre service ou de votre produit. Et en fait, la première chose que vous devez faire, c'est vendre. Vendre, vendre, vendre. Il ne faut pas commencer à perdre son temps à réfléchir à comment est-ce qu'on va travailler plus tard, comment est-ce que c'est, comment est-ce que ça. En fait, il faut vendre, il faut tester, il faut collecter des feedbacks, il faut tester son produit, l'ajuster, il faut être flexible. En fait, dans un premier temps, on est flexible, on a une offre de service. Bon, plus peut-être pour les offres de service que pour les produits. Là, je vais parler plutôt des offres de service. Une offre de service qui est flexible et qui se construit avec les clients, une fois qu'en fait on a l'offre de service qui est validée et en fait qu'on a collecté suffisamment de feedback pour vraiment en fait l'affiner, c'est là en fait qu'il faut réfléchir à grandir. Ensuite, voilà, à moyen terme, c'est vraiment à moyen terme qu'il faut améliorer son MVP, construire une équipe, améliorer ses processus de gestion interne. Et enfin, quelque chose que moi, j'utilise beaucoup dans mes business et qui fonctionne extrêmement bien, c'est créer un programme de partenariat ou un programme d'apporteur d'affaires. Donc voilà, en fait, ça, c'est un peu toutes les astuces du démarrage. L'Espagne est un pays d'entrepreneurs. C'est un pays aussi qui est très compétitif. C'est très important d'avoir un bon positionnement, de choisir une bonne niche. Généralement, moi, en tout cas, dans mes expériences, je cherche plutôt des niches qui ont de l'argent. C'est généralement mieux, surtout en Espagne. L'Espagne aussi, c'est un pays qui a une fiscalité très avantageuse pour les entreprises. Je pense que les autres du panéliste pourront rentrer plus en détail sur ces points-là. L'Espagne aussi, c'est une entrée sur le marché de l'Amérique latine. Voilà, et aussi l'Espagne, comme vous le savez, on est en Europe. Il y a beaucoup d'aides qui sont fournies par l'Union européenne, aussi par l'Espagne. On est actuellement en plein dans Digital Europe. Donc, c'est un programme de financement
qui s'étend de 2021 à 2027. Il y a énormément de possibilités de financement. Ça, c'est quelque chose auquel, voilà, si vous lancez votre entreprise, votre startup, regardez attentivement qu'est-ce qui est disponible en termes de financement européen ou même directement en Espagne, que ce soit avec différents organismes étatiques qui proposent des aides au lancement. Ensuite, aussi quelque chose qui est assez important pour les créateurs d'entreprise, c'est en fait le mindset qu'il faut avoir. Entreprendre peut faire peur et en fait, c'est normal parce que quand on entreprend, en fait, l'entrepreneuriat joue sur ses peurs et sur ses insécurités. Pour vendre un produit ou un service, en fait, c'est presque comme si on se vend soi-même d'une certaine manière. Donc, si on n'est pas capable de se vendre soi-même, on ne va pas être capable de pouvoir vendre son produit ou son service. Donc, ça, c'est quelque chose que je recommande très souvent aux entrepreneurs, c'est de faire appel à un coach qui peut les aider à travailler sur eux-mêmes, à travailler sur leur discours de vente, sur les sales pitch. Autre chose aussi, dans le mindset d'entrepreneur, c'est qu'un entrepreneur, pour moi, selon mon point de vue, doit s'occuper de deux choses. Il doit s'occuper de la gestion de son entreprise, donc c'est un gestionnaire, et doit s'occuper de son développement, donc le développement de l'entreprise. Tout le reste doit être, pour moi, d'expérience, et c'est ce que j'ai toujours fait, et c'est ce que je vois qui fonctionne, doit être outsourcé par des spécialistes. Autre chose, on se plante quand on entreprend, et c'est OK, c'est pas grave. On se plante, on apprend, on s'améliore, on améliore notre produit, notre service. Voilà, c'est quelque chose qui est commun à tout le monde. Sauf qu'en fait, on vit dans un monde avec les réseaux sociaux où on aime bien montrer que nos success stories, mais tout le monde se plante, tout le monde fait des erreurs et vous allez faire des erreurs et puis c'est pas très grave. Tant qu'il n'y a pas mort d'homme, la vie continue. Aussi, autre chose, c'est que le succès, c'est quelque chose qui est vraiment personnel. Moi, je vis dans ma philosophie de vie, c'est quelque chose de, quand les choses fonctionnent, j'aime pas forcément trop en parler parce qu'on a trop tendance après à se comparer, en fait, à mettre toujours la barre plus haut. Le succès, c'est quelque chose qui est vraiment personnel. On peut, en fait, se sentir, en fait, plein de succès avec finalement peu de choses. Donc, en fait, c'est ce côté un peu privé aussi, relatif au développement de votre entreprise, qui est aussi important à avoir. Une autre erreur que les entrepreneurs font beaucoup, c'est la surcomplication. Donc, on a l'impression qu'il faut faire tellement de choses en même temps, on ne sait pas trop où donner de la tête, alors qu'en fait, il faut établir un plan, un plan linéaire qu'on va suivre. Et en fait, savoir qu'est-ce que je dois prioriser sur du court terme, sur du moyen terme, sur du long terme, bien organiser son temps et avoir vraiment une stratégie très claire. Aussi, en termes on me pose souvent la question à quel moment est-ce qu'il faut créer son entreprise en termes de statut juridique, et faire en fait tous les papiers, tout l'administratif. C'est quelque chose en fait pour moi qui arrive plus dans un second temps. Bien sûr, on ne peut pas émettre une facture sans avoir de société, mais en fait, dans un premier temps, on doit trouver son produit, son service et en fait le vendre. C'est vraiment la première phase. Vous devez concentrer tous vos efforts sur la vente et sur collecter des feedbacks et sur améliorer. Et une fois que vous avez amélioré et que vous avez trouvé en fait quelle va être votre cible, c'est là en fait qu'on grandit. Et donc en fait, sur du long terme, pour votre entreprise, il faut bien s'entourer, bien évidemment. Si on entreprend à plusieurs, c'est comme un mariage d'une certaine manière. Donc, il faut être très au clair posez-vous la question, est-ce que je pourrais confier mes enfants à mon associé pendant un mois et les retrouver en fait, comme je les ai laissés. Ça, c'est quelque chose auquel il faut réfléchir aussi parce que beaucoup de gens s'associent, mais sans trop réfléchir, et ils s'associent aussi avec des compétences pas forcément complémentaires. Et ça, c'est une grosse erreur. Dans une équipe, il faut des compétences complémentaires, pour pouvoir en fait avoir des spécialistes sur chaque chose. Aussi, moi, dans ma philosophie, je m'entoure toujours de gens bienveillants. Donc, quand j'engage un collaborateur, un stagiaire, ou quand je veux même travailler aussi avec des collaborateurs externes, je cherche toujours la bienveillance chez les gens. Ça, c'est quelque chose qui a toujours bien fonctionné, en tout cas pour mon expérience d'entrepreneur. Et je pense
c'est une astuce. Posez-vous la question, est-ce que cette personne est bienveillante? Oui, non, oui, ah, bah, pourquoi pas avancer voilà, dans les discussions? Non. Aussi, posez-vous la question si vous décidez d'engager quelqu'un, est-ce que vous voulez en avoir 10 comme lui dans votre société ou pas? Oui, j'en veux 10, j'en veux même 20, j'en veux même 30. Alors oui, c'est un bon collaborateur. Si vous dites, ah, 1, 2, alors non, on n'engage pas. Et voilà, donc pour conclure, aussi, ce qui est important, c'est d'avoir une bonne équipe administrative, fiscale, juridique. Voilà, travailler avec un cabinet d'avocats, travailler voilà, avec une équipe de comptables compétents qui pourront vous aider aussi sur du long terme, sur voilà, toute cette partie aussi optimisation fiscale, qui est quelque chose qui est extrêmement important pour voilà, maximiser sur le temps et sur l'énergie qu'on a investi dans son projet. Parfait, Mathias. Et non seulement c'est parfait, mais en plus dans les temps, tout va bien. Super. Merci beaucoup, c'est vraiment parfait. Le coût des enfants, c'est une réflexion que je vais réutiliser parce que finalement, j'ai souvent cette question-là de mes étudiants. Et c'est vrai que cette confiance est hyper important, mais je n'avais pas réfléchi à ça. Et peut-être qu'effectivement, si on se dit, est-ce que je lui confierai mes enfants, ça peut changer la donne. Donc, Exactement. c'est vraiment un bon point. Merci beaucoup. La personne suivante, c'est Nicolas Devalette qui va parler un petit peu de la suite, de son expérience. Merci, Nicolas. Alors voilà, j'enlève le truc. Bonjour, Nicolas Devalette. Donc, d'abord, remercier effectivement l'équipe de Stéphanie et tout le monde pour nous avoir invités. Juste réagir par rapport à ce que tu disais, pour confier ses enfants, si tu n'y en as pas, le problème, c'est qui on confie à ses futurs associés. Donc, je m'appelle Nicolas Devalette. Alors, bon, moi, je suis entrepreneur, effectivement. Oui, il y a 10 ans, j'ai monté une société avec d'autres associés. 10 ans auparavant, j'arrivais en Espagne parce que c'était vraiment un projet de vie. Je voulais venir habiter ici parce que je suis venu quand j'avais 17 ans. J'ai aimé l'Espagne. Je me suis bien senti. Puis en plus, je suis d'Avignon. On a le même climat. Les gens ont un peu la même façon d'être que chez moi. Et donc, bon, je voulais venir en Espagne. Mon expérience, je reviendrai après, je vous ferai un petit détail. D'abord, j'ai prévu de vous faire un petit point sur, effectivement, pour reprendre ce que disait Mathias. Je crois qu'il y a plusieurs choses. Je vais en prendre 3 points. La différence entre entrepreneur et chef d'entreprise que Mathias a assez bien défini. Mais pour aller un petit peu plus dans le détail et pour ne pas m'étendre non plus, je pense qu'il faut savoir si on est entrepreneur ou chef d'entreprise. D'accord. L'entrepreneur, c'est celui qui a la super idée, non? Comme disait Mathias, on a une super idée ou on a une idée toutes les 30 secondes. Il y en a qui ont des idées toutes les minutes ou toutes les 10 minutes ou tous les jours. Et c'est embêtant parce que tous les jours, il faut choisir laquelle on va vouloir présenter, laquelle on va vouloir monter. Donc, c'est embêtant quand on est entrepreneur. Et souvent, c'est compliqué qu'on soit entrepreneur et chef d'entreprise à la fois. Donc, moi, je pense que j'ai toujours eu la sensation, la passion pour monter quelque chose et être entrepreneur. Parce que quand je suis sorti, j'ai eu le bac et puis j'avais déjà une idée de monter une société. Tout à l'heure, je vous raconterai ce que c'était parce que je crois que c'est amusant d'avoir des exemples. Je vais vous raconter 2 autres idées que j'ai eues comme ça, à savoir si vous voulez y réfléchir, je ne vais pas les monter moi-même parce qu'il y a toujours des avantages et des inconvénients. Puis là, je ne peux pas. Je pense que quand on a une idée, quand on est entrepreneur et puis qu'on est un chef d'entreprise, l'idée, il faut la mener à fond. Si toutes les années, vous changez d'idée et vous changez de start-up, bref, on peut avoir comme on dit ici en Espagne, être culo inquieto. Et changer. Mais bon, c'est vous qui voyez. Moi, je pense qu'on ne peut s'occuper que d'une société à la fois. Et c'est tellement pesant et c'est tellement harassant, c'est tellement fatigant de développer une société qu'en avoir 2, 3 et jouer sur plusieurs bords, c'est compliqué. Sauf si vous êtes actionnaire et puis vous avez des billes un peu dans dans toutes les sociétés que vous avez. Mais ça veut dire que vous êtes riche et que vous êtes déjà passé à l'étape suivante. Donc, on va revenir. Donc, l'entrepreneur, c'est celui qui entreprend, celui qui a une idée, qui la met en place. Mais ça ne veut pas dire que ce soit un chef d'entreprise. Le chef d'entreprise, c'est plutôt celui qui a fait de belles études, qui a été capitaine de son équipe au foot, au rugby, qui a des dons pour le management, qui a appris à gérer des gens, qui sait gérer le stress, qui est un leader, quoi. C'est de plus en plus difficile à trouver, hein, je vous rassure. Mais ça peut le faire, l'expérience, on peut y arriver. On peut y arriver. Et d'ailleurs, ça vient parler de un entrepreneur, un chef d'entreprise. En fait, l'entrepreneur, c'est quand qu'on entreprend.
Est-ce qu'on entreprend quand on a 20 ans, quand on sort de l'école? Mais ça veut dire qu'on manque d'expérience, on ne connaît pas bien le marché, on connaît pas bien les acteurs du marché, mais on a une super idée. D'accord? Ou on entreprend quand on a, moi j'avais 40 ans, hein, j'en ai 10 de plus maintenant. On ne dirait pas parce que j'ai encore plein de cheveux. Mais on n'a pas la même, appréciation du marché, on n'a pas la même façon de réagir. Et c'est vrai que l'expérience et la maturité aident beaucoup quand on a 40 ans pour développer son activité. Donc quand on a 20 ans, moi j'ai essayé de monter une société quand j'avais, donc j'ai passé le bac. Après je suis parti, j'ai fait une école, j'ai fait la fac, pardon, LEA à Avignon. Puis après j'ai fait une école de commerce en parallèle pendant 2 ans à Paris, qui faisait partie du groupe ESSEC. Donc ça m'a aidé à consolider tout mon savoir. Et quand j'ai fini l'école, je me suis dit, je vais monter l'entreprise que je voulais monter quand je suis sorti du bac. C'était simple, c'était monter, vous savez, tous étaient pendant première et terminale, vous avez tous été au centre d'information et d'orientation de votre école, où ils vous disaient, bon, voilà, un BTS c'est ça, un IUT c'est ça. Donc moi j'étais dans une école comment on appelle ça, j'allais dire de curé, mais je veux pas que ça paraisse négatif. Donc une école c'était je sais plus comment il s'appelait, bref. Privé Et catholique. voilà, privé catholique. Et non, mais non, c'est bon, Les bref. maristes? Non, un autre. C'est pas grave, c'est pas très intéressant pour ce que je vais raconter ensuite. Et celui qui nous faisait le centre d'information et d'orientation, le pauvre, c'était un prêtre qui, malgré tout, il nous donnait tout ce qu'il pouvait comme information, etc. Et donc, ma première idée de monter une boîte, c'était de monter un centre d'information et d'orientation externalisé, de le vendre ça à toutes les écoles de France. Puisque je m'étais renseigné, puisque j'avais évidemment d'autres copains qui étaient dans des écoles en première et en terminale, je voyais que personne n'était bien fourni en CIO. Et donc, je voulais monter une société et sous-traiter, donc embaucher des jeunes en BTS, des jeunes en IUT, des jeunes en fac ou en école de commerce et école d'ingénieur, pour les envoyer ponctuellement 1 heure par-ci, 1 heure par-là, enfin, quelque chose de beaucoup plus structuré, en première et en terminale, pour aider les jeunes à comprendre ce que c'était déjà leurs études de 2 ou 4 ans qui les emmenaient, et ensuite de leur emmener, pourquoi pas, des gens qui travaillent, des gens qui ont leur premier job, pour leur faire comprendre ce que c'est qu'un premier job, ce que c'était une société, monter une société ou autre, un directeur marketing, etc. Ouais, c'est une bonne idée, je crois. Si quelqu'un veut la reprendre, pas de problème, je la lui cède. Alors, c'est drôle parce que j'ai des étudiants qui travaillent exactement sur cette idée, mais sur un aspect digital en ce moment, et qui sont venus me voir il y a 4 jours pour me pitcher cette idée qui finalement, apparemment, n'est pas toute nouvelle. Voilà, l'idée, là, moi, je te parle de ça, c'était en 80. Alors, attends, j'ai 88. Donc, 88, je vous ai fait le calcul, c'est quand j'ai eu l'idée. Je pense qu'ils ont un 32 ans. atout technologique maintenant, qui Et peut-être va les aider à finaliser cet aspect. Mais voilà, c'est tout à fait l'idée, en fait. magnifique, il faut digitaliser, je suis complètement d'accord. Une chose importante sur l'entrepreneur, donc quand on est jeune, on n'a pas d'argent, mais on a du temps. Quand on a 40 balais, on a supposé un petit peu d'argent, mais on a aussi un niveau de vie plutôt élevé. Donc, on a du mal à laisser notre salaire confortable pour démarrer avec zéro, en partant de zéro avec une société. Donc, c'est quelque chose qu'il faut penser. Moi, j'ai eu la chance dans mon époque antérieure, la société où j'étais, j'ai aidé à faire pas mal de bénéfices. J'étais intéressé sur le bénéfice, sur les bidas. Et donc, j'ai permis de mettre un petit peu d'argent de côté qui m'a aidé à démarrer. Ça n'a pas été beaucoup, hein. Il m'a suffi ouais, à peu près une vingtaine de milliers d'euros pour monter ma société. En même temps, on avait travaillé sur les clients avant et qu'on a démarré au bout de 3 mois, allez, on va dire 4, on commençait déjà à faire 100 000 euros par mois de chiffre d'affaires. La première année, on a fait 1 million, la deuxième année 2, la troisième 3. Bon, je ne vous raconte pas après parce qu'on n'a pas fait plus. On est resté en Tanguay, mais pour d'autres raisons qui sont des compétences internes qu'on n'avait pas. Mais je vous raconte ça après si j'ai le temps. Une autre chose qu'il faut savoir, c'est que l'entrepreneur, celui qui monte la société, doit savoir tout faire dans la société. Pas question de dire non, la compta, je ne sais pas, j'envoie ça au comptable, je ne sais pas comment ça marche. Non, il faut qu'il sache tout faire. S'il ne sait pas tout faire, l'entrepreneur, ce n'est pas bon. Parce que on est toujours, c'est l'exemple de l'informaticien. Les informaticiens sont reconnus que par leur pairs parce qu'ils sont très bons en informatique. Et c'est comme ça, moi j'ai vu tous les directeurs informatiques qui étaient reconnus et suivis par leurs équipes, c'est ceux qui étaient d'abord informaticiens. Chaque fois qu'on a mis un manager commercial à la tête d'un département informatique, il n'était pas aimé parce qu'il n'était pas reconnu comme un bon informaticien. C'est bizarre, mais c'est comme ça, hein. C'est amusant, hein. Et donc, c'est un peu ça. L'entrepreneur, il doit à peu près tout savoir. Effectivement, il ne peut pas tout savoir non plus, mais au moins comprendre les sujets pour pouvoir les déléguer et savoir de quoi il parle.
Effectivement, je reviens aussi sur un des points qu'a dit Mathias. L'important de monter une société, c'est pas savoir si, en plus vous avez une société, vous allez voir Mathias, il vous la montera. Pas savoir, vous avez besoin d'un fiscaliste, vous ne pouvez pas être fiscaliste. On ne peut pas tout savoir. Si vous avez une super idée, l'important, ce que dit Mathias, c'est vendre. Parce que si vous ne vendez pas, vous ne faites pas de chiffre d'affaires. Et si vous ne faites pas de chiffre d'affaires, il n'y a pas de société. Et vous ne payerez pas, vous ne payerez personne, vous n'embauchez personne. Enfin bon, pas bon. Bon, je vais, j'ai pas trop suivi l'heure, mais ah si, tiens, pour terminer là-dessus, c'est l'idée, elle est bonne comment? Comment on sait si l'idée elle est bonne? Moi, j'appelle ça valider son idée ou valider le marché. C'est-à-dire qu'on peut avoir une super idée et tous vos potes au bar en prenant des bières, on est tous d'accord, c'est une super idée. Par contre, si on est 5 sur, on compte combien on est dans le monde ou en Espagne, ça fait pas beaucoup. Qui va acheter l'idée? D'accord, qui va acheter? C'est-à-dire qu'après, moi, c'est simple. Moi, une fois, j'ai pris Google, j'ai fait un questionnaire sur Google, j'ai envoyé à plus de 100 personnes de mon entourage et j'ai eu une idée. On va dire, c'est pas énorme, mais moi, j'en ai eu 100. Donc, 100, ça permet au moins une statistique. D'accord. Et ensuite, la dernière chose qu'il faut travailler, c'est les coûts. C'est les coûts. C'est-à-dire, est-ce que l'idée, elle est bonne, mais est-ce qu'elle est rentable? Voilà, je vais vous parler d'une autre idée que j'ai eue. Si vous habitez ou vous êtes dans l'environnement de Madrid, pour ceux qui n'habitent pas à Madrid, vous ne savez pas, je vais vous dire, le métro a changé sa façon de vendre des tickets. Le métro vend aujourd'hui une carte, une petite carte d'accès. Donc, cette carte, maintenant, il faut l'acheter 2,50 €. D'accord. Et si vous arrivez à Madrid demain, vous achetez une carte 2,50 € pour le métro. Si vous la perdez, il faut en acheter une autre, c'est 2,50 €. Si vous revenez dans un mois et vous avez oublié votre carte à la maison à Paris parce que vous revenez au métro, il faut reprendre une carte à 2,50 €. Ouais, l'idée, elle est magnifique. Vous avez trouvé? Vous vous installez à l'aéroport ou à la gare et vous vendez et vous récupérez des cartes usagées de ceux qui repartent en France et vous vendez des cartes usagées avec peut-être des billets qui sont encore prenables, puisque c'est une carte de 2,50 € sur laquelle on achète un billet ou un bono bus ou un bono ticket, je sais pas quoi, un métrobus, voilà, et il y a 10 voyages dans la carte. Et c'est 10 voyages n'importe où, il n'y a pas de distinction. Parce qu'aujourd'hui à Madrid, le métro, plus le voyage est long et plus il est cher, je crois que c'est comme ça. Donc, l'idée, elle est simple, c'est ces cartes, vous faites de la segunda mano, vous faites des cartes d'occasion, si vous récupérez des cartes, et après, vous les revendez à 1 €, 1,50 € à ceux qui rentrent, ou vous récupérez les cartes, vous rachetez les cartes à ceux qui partent. Donc, c'est une super idée, sauf qu'elle est nulle au niveau rentabilité parce que je ne sais pas quel marché des gens qui rentrent et qui sortent. Enfin, en plus, il y a la pandémie, je veux dire, c'est zéro. Mais moi, j'ai connu beaucoup de gens qui me disaient j'ai acheté 4 cartes parce que chaque fois que je pars pour prendre le métro, j'ai oublié ma carte chez moi, j'en rachète une. Qu'est-ce que je fais de ma carte? Donc, je pensais on pourrait mettre des boîtes à la sortie du métro à l'entrée, les mecs mettraient leur carte usagée, on leur donnerait, on leur payerait, etc. Vous voyez, mais la rentabilité, elle est où, quoi? Là, je la vois pas. Donc, si vous vous lancez, c'est possible. Et on peut digitaliser l'idée aussi, mais il faut récupérer les cartes et c'est compliqué comme business. Bon, je vais vous parler un petit peu de moi, si ça vous intéresse. Je ne vais pas trop vous raconter ma vie. J'ai quand même toujours un petit peu travaillé. Je faisais des petits jobs à droite à gauche. Quand j'étais à la fac, je montais les soirées étudiantes. J'avais des élèves. J'ai eu quand même 7 élèves à la fois. Je vendais des t-shirts sur le Festival d'Avignon. Ah oui, je faisais du tennis de table, ce qu'on appelle vulgairement le ping-pong. Moi, je faisais du tennis de table parce que j'étais classé et tout. Donc, j'entraîne aussi les petits. Donc, j'ai toujours eu une manne d'argent parce que j'avais besoin de je sais pas, j'étais peut-être déjà un petit peu entrepreneur. Et c'est pas tellement les 1 000 € que ça m'a rapporté par mois à l'époque quand j'étais à la fac, mais c'est surtout que ça donne beaucoup d'expérience. Et surtout, ça donne aussi beaucoup des petites lignes dans votre CV qui sont intéressantes quand vous allez vous vendre plus tard, quand vous allez chercher votre premier boulot par rapport à celui qui n'a jamais rien fait parce qu'il est toujours parti en vacances toute sa vie pendant l'été et il n'a pas fait les vendanges comme moi. Et je vous assure, quand on fait les vendanges, on a envie de revenir à la fac parce que être assis sur une chaise, c'est beaucoup mieux que de se casser le dos dans une vigne. Donc voilà, bon, j'ai fait une école de commerce. En même temps, moi, je me suis payé un peu mon école de commerce. J'ai fait un prêt à la banque. Ça m'obligeait, quand j'ai commencé à travailler, à vouloir rembourser. Je ne suis pas venu de suite après mon école de commerce à Madrid comme j'avais envie. J'ai pris un peu d'expérience à Paris parce qu'il fallait que je rembourse mon prêt et que je voulais prendre un peu d'expérience pour venir.
Bon, j'ai travaillé dans diverses boîtes. J'ai fait du leasing d'ordinateurs. J'ai travaillé dans Internet sur un fournisseur d'accès dans les années 2000 où Internet commençait à exploser. J'ai monté un centre d'appel, enfin pas tout seul, mais avec une chef au-dessus de moi. On est passé de 0 à 100 en un an. C'était une expérience extraordinaire. J'ai monté, à cette époque-là, on souffrait terriblement de techniciens. Vous savez, le technicien de la hotline qui vous disait pour connecter le câble au modem, vous savez, le modem à l'époque, c'était à 56K, c'était pas, c'était pas des routeurs à 1 giga comme on a maintenant. C'est vrai, c'est 56K, ça ramait, mais c'était comme ça. Pour vous situer, j'aime bien être créatif et pourtant je ne me considère pas trop créatif, mais tout le monde me le dit. Donc, on avait un problème, on avait une pénurie de tech sur Paris à l'époque, puisque tous les fournisseurs d'accès Internet montaient leur centre d'appel, on ne trouvait personne. Donc, un gars est venu me voir d'une école, vous savez, c'était pas BTS ni UT, c'était une petite école en alternance. Il me dit voilà, si tu veux, on peut monter une alternance. Et donc, j'ai trouvé l'idée super bonne. Je ne sais pas moi qui l'ai créé, c'est lui qui l'a proposé. Moi, j'ai juste mis en place parce qu'il y avait beaucoup de besoins. Et on a monté en alternance comme ça des petits jeunes qui apprenaient l'informatique et comment connecter un ordinateur à Internet, les réseaux, etc. Et on a pu, parce qu'on a besoin de 10 personnes tous les mois quasiment, et on ne trouvait pas. Et donc, on a monté deux classes d'alternance, deux classes de 20 élèves chacun. Et donc, on a mis 20 en cours et 20 derrière un téléphone, et le contraire, quoi. Donc, chaque semaine ou chaque 2 semaines, ceux qui étaient en cours venaient travailler et ceux qui travaillaient allaient en cours. Ça durait, je ne sais plus, un an, et les petits sortaient avec un salaire à la fin du truc, une formation, un salaire, un travail, quoi. Et ça nous Alors, a permis. Nicolas, je suis désolée, il va falloir que je te dise Il va falloir que je qu'il te coupe. reste 3 minutes. D'accord, bon, ça c'était C'est magnifique. hyper Donc, intéressant. d'accord. Moi, je te Donc, resterai à t'écouter donc, longtemps. il y a 10 ans, donc j'ai monté BMG, une société qui fait de la réparation d'électroménager. Je venais d'un marché adjacent qui était les extensions de garantie que l'on vend chez Leclerc, la Fnac, etc. Vous savez, vous achetez un ordinateur, une machine à laver, et on essaie de vous vendre une extension de garantie. Donc moi, j'ai vu clairement que j'avais déjà plus d'une vingtaine d'années d'expérience. J'ai vu clairement qu'il y avait un marché où il y a une niche où, comme disait Mathias tout à l'heure, où sont les niches. Il y a une niche où il n'y avait pas de société de réparation de ce qu'on appelle le blanc, brun, gris, c'est-à-dire les électroménagers, les télés et l'informatique. Donc, avec deux personnes avec qui je travaillais déjà, on a monté la société et c'est allé très vite puisqu'on avait une bonne connaissance du marché. Un avait la connaissance des clients. Moi, j'avais la connaissance de monter une entreprise et de gérer, de chercher du financement. On est allé voir les banques, simplement. J'avais un peu de sous de côté pour financer les premiers ordinateurs. On a pris un soft, comment on appelle, un mode de SaaS, c'est-à-dire on n'a pas eu besoin de faire de gros investissements dès le début. On payait un sinistre 1 euro, donc c'est sans faire de gros investissements. Ça a permis de démarrer avec un maximum de 20 000 euros. Mais effectivement, la meilleure idée que vous puissiez avoir, c'est ne pas avoir d'employés, parce qu'il faut payer les salaires, ne pas avoir de stock, parce que ça coûte de l'argent, ou ne pas avoir loué de bureau, quoi. Mais ça, normalement, il en faut toujours un des trois. C'est très compliqué. Il faut faire de la commission, dire acheter à l'un et vendre à l'autre, et payer le premier truc une fois qu'on l'a vendu, quoi. Donc, et ça, c'est super compliqué. Il y a toujours une trava, comme on dit, il y a toujours un inconvénient. Mais bon, on y arrive, hein. Et donc, voilà, bon, le truc qui nous a bien servi, c'est qu'on avait tous de l'expérience et le petit pécule que j'avais accumulé, ça nous a permis de démarrer et on a très vite augmenté en facturation parce qu'on faisait 100 000 euros dès le 3e mois. Donc, automatiquement, ça nous a permis d'avoir une consistance et on n'a pas vu de perte de niveau de vie de chacun. Parce que c'est vrai que moi, à l'époque, je venais d'avoir un petit garçon qui avait 2-3 ans. Ma femme ne travaillait pas ou pas trop, donc il fallait que je paye le loyer, l'électricité et à bouffer accessoirement, quoi, parce que mon fils, il avait fait, en 2 ans, ça a fait un enfant, hein. Voilà, donc qu'est-ce que Là, je je peux crois dire qu'il va d'autre? falloir qu'on concluse. Moi, je n'arrive plus à parler français non plus. Qu'on puisse conclure. Écoutez, Un dernier mot non, d'encouragement. mais j'ai à peu près terminé. Là, dans la société, j'ai une start-up que je veux développer. Donc là, je cherche du financement. Je cherche beaucoup d'argent parce que j'aimerais effectivement voir. Mon objectif, c'est d'arriver à une liberté financière. Si vous avez lu
Père riche, Père pauvre, je crois que ça s'appelle. C'est un très bon livre. Bon, il ne faut pas le lire 2 fois. Une fois, ça suffit. Même quand on est à la moitié, on a compris. Mais la liberté financière, c'est de pouvoir travailler quand on veut, travailler comme on aime. Hein. C'est comme si les footballeurs, toujours ils vont à l'entraînement, ils sont contents. S'ils aiment le foot, évidemment, s'ils en ont marre. Mais la liberté financière, c'est ça, c'est pouvoir arriver à travailler. Et je ne dis pas forcément qu'on vende notre société, mais on peut arriver à avoir la liberté financière avec une société où les process sont très bien faits, où les gens travaillent bien, où on met du middle management pour suivre l'activité. Après, on digitalise et on investit dans la partie informatique pour avoir des moyens de contrôle, comme font les restaurants aujourd'hui. Le gars, il est chez lui sur sa terrasse, il contrôle 25 restaurants parce qu'il sait exactement à la minute près combien facturent les restaurants. Et ça, c'est magnifique. Donc voilà, la liberté financière, c'est, je crois, que notre but à tous. Merci. Merci beaucoup, Nicolas. Très intéressant. Un plaisir. Je crois qu'il va falloir qu'on refasse plus tard des webinaires avec chacun d'entre vous pour beaucoup plus longtemps, parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ressortent de ça. Donc, merci beaucoup. Benoît, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour, merci Stéphanie, merci à toute l'équipe de la SFE. Donc, je me présente rapidement, Benoît Barrière, je suis avocat fiscaliste, j'exerce en Espagne depuis maintenant 20 ans. Ma clientèle est essentiellement française et francophone. Je vous ai préparé une petite présentation pour peut-être aider disons la compréhension, puisque la fiscalité, c'est quand même toujours un peu technique et pas forcément toujours facile à expliquer. Donc, j'ai préparé une petite présentation dans laquelle on va parler de questions qu'on voit très souvent dans notre activité, résidence fiscale, impôt sur le revenu, les problèmes de double imposition. Si on a un peu de temps, on parlera impôt sur la fortune et du modèle 720 qui est quelque chose de très important et sur lequel on a beaucoup de demandes de nos clients. On va commencer avec la résidence fiscale. Bon, encore une fois, tout ce qu'on va évoquer aujourd'hui, c'est vraiment des choses qu'on entend très souvent, des questions de clients, des doutes ou des fausses idées qu'ils ont au départ sur notamment la résidence fiscale. Je pense qu'il faut d'abord prendre en compte un point très important, c'est qu'on n'a pas de choix. La résidence fiscale, ce n'est pas un choix. On ne décide pas si on est résident fiscal français, si on est résident fiscal espagnol. On va être résident fiscal français ou espagnol en fonction de situations très précises et d'éléments, de critères très concrets. On en a plusieurs. Et si on doit choisir entre ces critères, et les deux pays ont des critères qui font qu'on soit résident des deux pays, on doit départager entre les deux pays via la convention fiscale. On va en parler un petit peu. Donc, en Espagne, bon, ça c'est très connu, on est résident fiscal espagnol dans 2 cas, soit parce qu'on passe plus de 6 mois sur une année, soit parce qu'on a le centre de nos intérêts économiques en Espagne. Donc, très souvent, les deux se conjuguent parce qu'on est en Espagne, on vient travailler, on vient s'installer, donc on a à la fois les fameux 183 jours. On a également le centre d'intérêt économique où est disons l'activité, on a trouvé un emploi en Espagne ou on a monté une société en Espagne. Petite parenthèse aussi, il existe une présomption de résidence lorsque l'on est marié et que l'époux est résident ici. On a parfois le cas de personnes qui viennent s'installer en famille, parfois, par exemple, on va dire les enfants sont scolarisés en Espagne, l'époux ou l'épouse ne travaille pas et l'autre époux a un business en France. Ça, c'est assez classique. La personne, au départ, en tout cas les premières années, ne veut pas passer résident fiscal espagnol, alors qu'elle devrait plutôt. Et là, il est clair que la question de la présomption de résidence de l'autre époux pourrait faire venir sur l'Espagne sa résidence. Donc, il faut faire quand même très attention à tout ça. Et vraiment, cela ne dépend pas de notre nationalité, cela ne dépend pas de la source de nos revenus. Ce n'est pas parce que mes revenus sont français. Si je remplis les conditions qu'on vient d'évoquer, je suis résident espagnol. Quand on a les conflits de résidence, un conflit de résidence, c'est quoi? C'est lorsque, imaginons la France, considère qu'on est résident fiscal et l'Espagne aussi. Alors, ce sont des conflits théoriques qu'on analyse, nous, dans le cabinet, pour voir, au final, s'il y avait un problème, qui gagnerait entre les deux pays pour être sûr de bien installer la personne dans le bon pays. Bien. Les critères pour départager entre les deux pays, le premier, c'est d'avoir un logement à disposition dans les deux pays. Donc, imaginons que la personne vient ici et n'a plus de logement en France. Là, clairement, elle est résidente ici. Si elle a un logement dans les deux pays, on va ensuite à un deuxième critère qui est le centre des intérêts vitaux. Le centre des intérêts vitaux,
c'est l'économique et le personnel. Donc l'économique et le personnel, toujours pareil, si la personne ici a sa famille installée, mais son business est en France, c'est un peu compliqué de le déterminer. Quand on n'arrive pas à le déterminer via ces critères-là, on va à un troisième critère qui est le lieu de séjour. Le lieu de séjour revient à peu près à la même chose que les 183 jours. Donc au final, très souvent, quand on doit faire cette analyse où on doit, je dirais, éclairer un peu le client sur cette situation au niveau fiscal, il est clair que si on est ici, on a la famille et on passe le plus clair de notre temps en Espagne, on est résident fiscal espagnol et si on ne le fait pas et il y a un contrôle, on sera requalifié. D'accord ? Vous voyez dans la présentation qu'il y a écrit aussi nationalité, c'est un critère vraiment très résiduel. D'accord ? La nationalité n'est pas importante en fiscalité. Dans des cas très très rares, on n'arrive pas à départager avec tous les critères que j'ai indiqués précédemment et qui sont hiérarchiques. On part du premier au deuxième, au troisième. On finit avec la nationalité. Moi, je n'ai jamais eu de cas. Ça pourrait arriver, mais il faut vraiment prendre en compte que la nationalité n'a pas d'implication en fiscalité. Ou très rarement. Voilà pour la résidence. Une fois qu'on est résident fiscal, on va être soumis au fameux IRPF, donc Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, qui est l'équivalent de l'IRPP français, mais qui est, j'allais dire, très très souvent beaucoup plus cher que l'impôt français. D'accord ? Ça, c'est une variable à prendre en compte. Bon, en fait, c'est comme ça. Si on est installé en Espagne, on sera soumis à la fiscalité espagnole. Il faudra voir si on peut optimiser au mieux la situation, mais en général, l'impôt sur le revenu espagnol est plus élevé que l'impôt français. Quelques idées aussi à retenir pour éviter des confusions. Une fois qu'on est résident espagnol, on est imposé sur son revenu mondial, c'est-à-dire d'où qu'il provienne. Si je suis résident espagnol et j'ai un appartement qui est loué à Paris, ces revenus, je dois les déclarer en Espagne. Si je suis résident espagnol et j'ai des revenus, des dividendes ou des salaires qui sont versés par une société que j'ai en France, je suis taxable en Espagne sur ces revenus-là. D'accord ? Donc ça, c'est très important. Ce n'est pas en fonction, là aussi, du lieu d'où proviennent les rémunérations que les pays sont compétents, c'est en fonction du pays de résidence. Autre point important, la déclaration en Espagne n'est pas toujours conjointe, elle est plus souvent individuelle. Les déclarations conjointes se font lorsque le conjoint n'a pas trop ou très peu de revenus. Sinon, il faut que chacun fasse sa déclaration individuelle. C'est vraiment très différent de la France. Vous verrez une petite remarque que j'ai indiquée. Une grosse différence entre la France et l'Espagne, c'est qu'en France, actuellement, tout le monde est en train de remplir ses déclarations en ligne. Donc, j'ai mis simple entre guillemets, ce n'est pas simple du tout, mais ça se limite à mettre dans la déclaration son information fiscale. En Espagne, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut mettre l'information, il faut faire soi-même les calculs. Le logiciel de l'administration, certains calculs les fait, d'autres non. Il faut savoir les faire soi-même et les mettre dans la déclaration. Et il faut soi-même faire le paiement. Donc, on fait tout nous-mêmes. On ne reçoit pas un avis d'imposition 3 mois après de l'administration espagnole. C'est un 3 en 1 qu'on doit faire on va voir juste après, entre le mois d'avril et le mois de juin. D'accord ? Là, donc, on est en pleine période actuellement. Et en pleine double période, puisque les clients qui ont des revenus en France sont actuellement en train de faire leur déclaration en France et on attend un peu d'avoir les résultats pour faire les estimations, c'est plutôt eux qui les font, de l'impôt qu'ils vont payer en France, pour voir après ce qu'on en fait, on va en parler après, les problèmes de double imposition. Autre point important, la première année. Il faut avoir donc un numéro d'identification espagnol, ça s'appelle un NIE. Il est très important que ce NIE ait été bien enregistré par votre banque avant la fin de l'année, donc pour 2020, avant le 31 décembre 2020. Pourquoi ? Parce que tous les paiements se font via un système informatique entre la plateforme d'administration et la banque, et ça se fait via ce fameux NIE. Si le NIE n'est pas enregistré sur votre compte espagnol, la déclaration fiscale se fait, mais le jour du débit, ça ne marche pas. Donc ça, c'est très important aussi de bien faire la vérification. Et si ce n'est pas le cas, la première année, il faut faire des démarches un petit peu en urgence, d'obtenir pour la personne un certificat digital. Et puis, s'il ne peut pas payer, dans ce cas, il faut qu'il passe par exemple par nous. Il envoie les fonds et nous, on s'occupe du paiement. Mais la première année est une année délicate aussi par rapport à ça, donc il faut s'y prendre le plus tôt possible. Très vite sur les questions de double imposition, mais avant les taux d'imposition.
En Espagne, on a deux systèmes d'imposition. On a, on va dire, les revenus dits de l'assiette imposable générale, où on a les salaires, où on a les pensions de retraite, où on a tous les revenus de type d'activité économique, comme par exemple les entrepreneurs, les auto-entrepreneurs, ce qu'on appelle ici en Espagne les autonomos. D'autres types de revenus résiduels, comme par exemple les royalties, mais bon, on va dire les revenus principaux sont ceux-là. Le taux d'imposition va de 19 à, selon les communautés autonomes, jusqu'à 54%, donc ça dépend des régions, puisqu'ici l'impôt est régionalisé, on ne paye pas le même impôt sur le revenu à Madrid et à Valence, par exemple. On peut voir juste après, mais brièvement, parce que c'est un peu compliqué à expliquer comme ça, mais on le voit sur ce tableau, les différents taux, et on voit qu'on a une partie type estatal, c'est le taux qu'applique l'État espagnol, et le type autonómico, c'est le taux qu'applique la région. Là, j'ai mis dans cet exemple un exemple, j'allais dire théorique. Ce n'est pas chaque région, cette colonne évidemment varie, pas énormément, mais elle varie, la moins chère étant a priori Madrid, mais ce ne sont pas des différences majeures. On paye beaucoup d'impôts sur le revenu dans toutes les régions. Pour tout ce qui est dividendes, plus-value, intérêt, on a une autre assiette imposable qui s'appelle l'assiette imposable de l'épargne. Et sur celle-là, on a des impositions beaucoup plus faibles. C'est de 19 à 26%. Et là, c'est dans toute l'Espagne pareil. Il n'y a pas de variation selon qu'on est à Madrid, à Valence, en Andalousie ou en Catalogne. On peut voir également ici comment ça fonctionne. Donc, c'est un taux progressif qui va de 19 à 26. Donc là, oui, on a quand même… Bon, ce 26% vient d'arriver cette année. Jusqu'à l'année dernière, ce n'était que 19, 21, 23. Maintenant, on est de 19 à 26, au-delà de 200 000 euros, ce qui est quand même un gros montant d'avoir plus de 200 000 euros de dividendes ou d'intérêts sur une année. Donc, on va dire que l'imposition de tout ce qui est épargne est beaucoup moins taxée que la partie salaire. Problème de double imposition. Ça, c'est des problèmes qu'on voit beaucoup, évidemment, dans notre activité, qui sont vraiment à traiter. Évidemment, dans la loi espagnole, que la convention fiscale signée entre la France et l'Espagne prévoit des mécanismes pour éviter ces problèmes de double imposition. Quand peut-on avoir de double imposition? Par exemple, lorsqu'on a des loyers ou des salaires. J'ai donc mon exemple de tout à l'heure, un appartement à Paris que je loue. Cet appartement sera taxable en France comme non-résident. Donc, une fois que je serai passé en Espagne, je serai basculé de mon centre des impôts, d'où qu'il soit, et je serai basculé au centre des non-résidents qui est à Noisy-le-Grand. À partir de là, je ferai ma déclaration en ligne tous les ans et je recevrai un avis d'impôt de Noisy-le-Grand qui me donnera mon imposition vers le mois de septembre de mes revenus fonciers. En Espagne, il faut redéclarer ces revenus fonciers intégralement, les recalculer selon le droit espagnol. Ce n'est pas tout à fait la même façon de calculer. Il n'y a pas forcément tout. On ne peut pas prendre le net français et le mettre dans la déclaration espagnole en aucun cas. On redéclare. On a droit, dans certains cas, de très gros avantages fiscaux en Espagne qu'on n'a pas en France pour les revenus fonciers, qui sont d'un abattement de 60% sur le revenu net. Dans certains cas, pas dans tous les cas, mais bon, il faut le savoir. Et une fois que j'ai fait tout mon calcul, je peux déduire de mon impôt espagnol l'impôt que j'ai payé ou que je vais payer en France dans quelques mois, puisque quand moi je fais ma déclaration, c'est en juin, je n'ai pas encore payé mon impôt en France, mais il faut essayer d'avoir une estimation la plus fiable possible pour déjà l'intégrer. Ça sera exactement la même chose pour des salaires. Si je reçois des salaires d'une entreprise française, je serai taxable en France et également en Espagne, il faudra le redéclarer. Autre mécanisme pour éviter la double imposition, c'est justement les cas où on n'a pas d'imposition dans les deux pays, uniquement dans un des deux. Exemple type, les pensions ou les revenus publics. Donc, un retraité qui était fonctionnaire, lui, même s'il vient en Espagne, il sera toujours taxable en France. C'est ce que dit la Convention. Il n'y a pas de double imposition. Il est taxable en France, en Espagne, il ne l'est pas. Petite parenthèse, s'il a d'autres revenus, il faudra malgré tout qu'il déclare ses pensions en Espagne, mais juste pour informer l'administration espagnole. Il y a un tout petit impact fiscal, mais trop fois rien. On va dire que c'est exonéré. Par contre, si on est retraité du secteur privé, là par contre c'est l'inverse. La France ne nous taxe plus du tout et on est exclusivement taxable en Espagne. Sur ça, il y a eu de gros redressements depuis 2015 par l'Espagne qui a demandé à la France, à la Belgique, à tous les pays autour de transmettre, et ces pays le font, toute l'information fiscale
de tous les contribuables qui sont, par exemple, dans notre cas, Noisy-le-Grand. Donc, un retraité qui vient s'installer ici, s'il ne déclare pas, dans 4 ans, il se fait, on pourrait dire dans le jargon, dégommer. Il prend 4 années de redressement plus sanction. J'ai quelques cas comme ça au cabinet, ça fait très très mal. D'accord ? Donc, faire très attention à ça et bien s'organiser en fonction de sa situation. Si j'ai un peu de temps, je ne sais pas Stéphanie, on peut parler aussi… Pardon, je me mets hors silence. Oui, encore quelques minutes. Oui. Ok. Bon, je vais vous parler un petit peu aussi de l'impôt sur la fortune, très important, et très très vite du modèle 720, déclaration des biens étrangers. Impôt sur la fortune, bon, en France, il n'y en a plus, enfin, il n'y a plus que l'IFI. Avant, il y avait l'ISF. Ici, en Espagne, on a l'ISF, on va dire l'équivalent de ce qu'il y avait auparavant en France, l'équivalent de l'ISF. Cet impôt sur la fortune est assez, pareil, il est très régionalisé. Dans chaque région, on a un impôt différent. La meilleure région, clairement, actuellement, il n'y a pas photo, c'est Madrid, où on paye 0. C'est exonéré. D'accord ? La région madrilène a décidé depuis plus de 10 ans, 12-13 ans, de ne pas taxer l'impôt sur la fortune. Donc, il y a une loi nationale qui dit qu'il y a cet impôt, mais Madrid a dit, moi, je l'exonère. Dans le reste de l'Espagne, cet impôt s'applique. À Madrid, on est sûr au moins que c'est prolongé pour 2 ans de plus, puisqu'il vient d'avoir des élections, et c'est le même gouvernement qui a été réélu, donc ça sera prolongé minimum 2 ans. Cette exonération ne tient que par les gouvernements régionaux. Si à un moment donné, il y avait un changement au niveau électoral, cette exonération disparaîtrait, mais actuellement, elle existe et elle est assez stable. Voici un exemple de barème. Ça, c'est le barème national, où on voit que ça va de 0,2 à 3,5%. Et sur la colonne de gauche, vous avez le montant du patrimoine, qui va jusqu'à le taux de 3,5 commence au-delà de 10 millions. On a 160, 334, 668, 1,3 million, 2,6 millions, 5 millions, 3. Donc, on voit que c'est un impôt qui est assez fort, qui a un impact. Et très rapidement, donc, on a des possibilités d'essayer d'appliquer ce que prévoit la loi. Il y a des avantages fiscaux prévus par la loi. Ils sont assez nombreux. Il faut essayer de voir si on peut y avoir droit. On déclare de façon individuelle en Espagne, donc si le patrimoine est conjoint aux 2 époux, on peut peut-être être en dehors du seuil, puisque c'est chacun moitié-moitié. On a un patrimoine qui est exonéré à la base, selon les régions, entre 500 et 700 000 euros. La résidence principale est également exonérée, donc on peut arriver selon les régions, on peut arriver jusqu'à 1 million d'euros d'exonération. On peut exonérer aussi l'entreprise familiale, ce qui est quelque chose d'assez complexe, mais on peut y arriver. Et il existe aussi des mécanismes. Si les revenus sont bas, l'impôt sur la fortune va être baissé fortement. Des mécanismes de correction pour éviter une surimposition. Donc, il y a des mécanismes pour essayer d'éviter que l'impact fiscal soit trop élevé. Dernier point, et j'allais dire aussi extrêmement important au vu de ce qui se passe, il y a donc une obligation quand on arrive en Espagne l'année suivante, avant de présenter sa déclaration d'impôt, en janvier, février, mars, de déclarer tous les biens que l'on a à l'étranger qui valent plus de 50 000 euros. Ça s'appelle le modèle 720. C'est une norme qui a été énormément critiquée parce que les sanctions qui sont appliquées peuvent être supérieures au propre patrimoine que l'on a. Je n'exagère pas quand je le dis, ça peut être des centaines de milliers d'euros de sanctions si on ne le fait pas. Donc c'est complètement aberrant et absolument inadmissible, mais c'est comme ça. La jurisprudence s'est évidemment mêlée de tout ça. Les juges ont été saisis par de nombreux cabinets quand il y a eu des problèmes de ce type pour des clients. Et actuellement, on est en attente d'un arrêt très important ou de 2 arrêts du tribunal suprême espagnol, donc l'équivalent dans notre cas du Conseil d'État, et aussi, et j'allais presque dire encore plus, d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, puisque la Commission européenne a saisi la Cour de justice en disant votre système de sanctions, ce n'est pas possible. Donc, on a énormément de clients qui sont coincés, qui ne connaissaient pas cette norme, qui sont hors délai pour le présenter. Si le présente hors délai, ils risquent des sanctions astronomiques et qui donc sont dans cette espèce de flou et ils attendent vraiment avec impatience de pouvoir être un peu plus tranquille au niveau fiscal. Et on a vraiment espoir que ces arrêts tombent cette année et annulent tout ce système de sanctions aberrant qui a été prévu par l'Espagne et qu'on puisse repartir sur quelque chose de beaucoup plus sain, où on déclarera son patrimoine très bien, mais qu'on ne peut pas nous demander 35 000 euros de sanctions parce qu'on a oublié de remplir un petit formulaire alors que tous nos revenus et tout notre patrimoine est déclaré, tant dans la déclaration d'impôt sur le revenu que dans la déclaration d'impôt sur la fortune si on y est soumis. Donc ça, c'est une chose très important. Beaucoup de clients sont très, très inquiets sur ça.
Nous, on les rassure parce qu'il y a déjà au niveau de tribunaux régionaux, certains ont donné déjà raison aux clients, pas dans tous malheureusement, c'est très irrégulier. L'administration est beaucoup moins, on va dire actuellement, beaucoup moins agressive sur ça parce que justement, il y a ces arrêts qui vont tomber et on s'attend tous à une condamnation de l'Espagne. Hein. Moi, je serais vraiment hyper étonné si on n'a pas ça. Donc, les clients, on essaie de les rassurer en leur disant, écoutez, faites le dos rond, on attend et quand on aura les arrêts, on revalide tout ça. Mais à 80, moi je leur dis à 99%, je suis peut-être trop optimiste, mais tout ça, ça va finir en une annulation qui va pouvoir nous permettre de relâcher un peu la pression. Voilà un peu pour ce panorama peut-être un peu rapide. Merci beaucoup. Non, c'est Euh, effectivement sûrement rapide, mais je pense qu'on essaiera aussi de faire quelque chose un peu plus long prochainement, parce que je crois que c'est aussi, vu les questions qui tombent là, quelque chose qui est très intéressant pour tout le monde. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va rester un peu plus longtemps, si Benoît, Nicolas et Mathias nous le permettent, parce que je crois qu'on a beaucoup de questions et ce serait peut-être bien de voir dans l'ordre par quoi on commence et puis essayer de répondre au maximum. J'aurais voulu qu'on commence par le chat, mais c'est vrai, je pense que ça intéresse beaucoup de gens, donc peut-être en parler un petit peu, les différentes questions. Et puis, ne vous inquiétez pas, si on n'a pas le temps de voir votre question, on va y répondre en ligne. Vous avez dans le chat, je pense, l'adresse email de la SFE, et si elle n'est pas, on va la mettre pour être sûr qu'on adresse toutes vos questions à nos panélistes ce soir, parce que je crois qu'elles sont importantes. Alors, par quoi on commence, Nathalie ? Alors, j'ai envie de rebondir sur le modèle 720 dont Benoît vient de nous parler, puisqu'il y a une question qui demande de savoir où est-ce qu'on trouve le formulaire, en fait. Alors, première difficulté pour faire encore plus compliqué pour que les contribuables, presque, ils ont créé un piège pour obliger les gens à être presque sanctionnables. Cette déclaration, on ne peut pas la présenter, à la différence des autres déclarations que je vous évoquais avant, sans avoir un certificat digital de l'administration fiscale. Déjà, première chose. Donc, on ne peut pas aller à l'administration, bonjour, je voudrais le formulaire et le remplir. Deuxièmement, ce n'est pas pour prêcher pour ma paroisse, mais véritablement, quand il y a beaucoup de cabinets qui ne le font pas, enfin des gestories qui ne font pas cette déclaration compte tenu des risques que ça entraîne, il ne faut vraiment pas se planter parce qu'en théorie, c'est 5 000 € par donnée non déclarée. Un compte en banque, il y a 5 données obligatoires, donc vous faites le calcul. Ça fait 20 000 € par compte non déclaré s'il y a des erreurs, en théorie. D'accord ? Donc, oui, enfin, on peut le faire online. Il faut le faire entre janvier et mars de l'année où on fait sa première déclaration. Donc, si j'arrive en 2021, je suis résident en 2021, en janvier, février, mars 2022, je dois faire ma déclaration. La faire tout seul, je trouve que c'est... Il y a d'autres déclarations, on peut peut-être les faire tout seul. Moi, je crois que la première année, et encore une fois, je ne dis pas ça parce que moi, je suis dans du métier, mais je vois ce que je vois. Au moins, pour la première année, il faut se faire briefer parce que c'est une machine à essayer de sanctionner les gens. Voilà. Et on ne peut pas la présenter soi-même sans avoir ce certificat digital. Et très souvent, les gens ne savent pas comment obtenir ce certificat. On leur explique, hein, mais le présenter seul, c'est rarissime que les gens le fassent. Très bien. Merci. Et juste pour compléter, il y avait une autre question aussi sur les montants minimums, puisqu'en fait… Alors, les montants minimums, si vous voulez, c'est une déclaration en trois. C'est comme il faut diviser son patrimoine en trois groupes. L'immobilier, les comptes en banque et après, tout ce qui est actifs financiers de type assurance vie, PEA, etc. Donc, pour chacun de ces trois groupes, il faut avoir plus de 50 000 €. Donc, si moi, j'ai une maison en France, je viens m'installer ici, ou j'ai un appartement qui vaut 200 000 €. Je viens m'installer à Madrid et j'ai un compte en banque sur lequel il y a 3 000 €, je n'ai à déclarer que l'immeuble. Si j'ai 55 000 € sur un compte en France, ou pire, j'ai trois comptes sur lesquels j'ai 20 000 € sur chacun, le total fait plus de 50 000 €, il faut que je déclare mes trois comptes. Si j'ai une assurance vie sur laquelle il y a 40 000 €, je n'ai pas à le déclarer. Mais c'est vraiment, il faut sectoriser et regarder pour chacun de ces trois groupes de biens, d'actifs, si je ne rentre pas dans l'obligation. Donc parfois, on a tout à déclarer, immobilier, compte en banque et patrimoine, on va dire, de type financier. Et parfois, on n'a déclaré qu'une chose très simple. Donc, tous les modèles 720 ne sont pas compliqués à faire. Certains, ils font 40 pages parce que si vous avez imaginé un PEA, en théorie, il faut déclarer toutes les lignes de ce PEA et tous les ans, il faut l'actualiser. C'est une horreur. C'est une horreur, mais c'est comme ça.
Merci Benoît. Pour rebondir sur ce que disaient Mathias et Nicolas tout à l'heure, qui est la première chose, c'est de vendre. Il y a un moment aussi où il faut faire les papiers pour déclarer son entreprise. Quel est le délai en fait pour monter une entreprise en Espagne? Est-ce qu'il y a un délai incompressible pour nous donner un ordre d'idée? En fait, nous, généralement, ce qu'on évalue avec nos clients, c'est voir s'ils ont déjà une relation en fait, avec l'Espagne. Est-ce qu'ils ont déjà un NIE? Est-ce qu'ils ont déjà ouvert à un moment de leur vie un compte en banque en Espagne? Et donc, en fait, s'ils ont déjà une relation établie avec l'Espagne, créer une société, ça peut prendre 48 heures. Donc, 48 heures, 72 heures. C'est un processus qui est devenu extrêmement rapide maintenant. Par contre, si en fait, voilà, les entrepreneurs n'ont pas de relation avec l'Espagne, c'est quelque chose qui peut prendre beaucoup plus de temps à cause des besoins, voilà, à cause des besoins administratifs, que ce soit voilà, l'obtention d'un NIE qui est, je ne sais pas pourquoi, prend énormément de temps et est toujours très compliqué. Ou aussi l'ouverture d'un compte en banque avec les banques espagnoles qui sont un peu sur la défensive. De ce que j'ai pu comprendre, il y a eu beaucoup de problèmes en Espagne avec le blanchiment d'argent. Du coup, maintenant, voilà, quand on veut ouvrir un compte en banque, ils font très attention à qui en fait ils vont ouvrir le compte en banque, pour la société aussi. Voilà, il y a beaucoup d'informations qu'il faut communiquer. Donc voilà, c'est toutes des choses qui peuvent prendre quand même un peu de temps. Le processus de création en fait est très rapide, mais c'est en fait l'administratif avant pour entrer en fait en relation. Moi, c'est ce que j'appelle toujours la relation avec l'Espagne, qui peut prendre du temps et qui peut, voilà, dépendamment aussi des rendez-vous qui sont disponibles pour les NIE, voilà, ça dépend aussi de si les entrepreneurs se font représenter sur place, s'ils vont sur place. Voilà, c'est toutes des choses. Donc, ça peut prendre 3 mois, comme ça peut prendre en fait 2-3 jours. Bon, j'ai pas beaucoup à rebondir. Le plus important sur la relation monter l'entreprise, c'est savoir quand est-ce qu'il va émettre sa première facture. Pour émettre une première facture, il faut qu'il ait un CIF, enfin que sa boîte montée. Tant qu'on n'a pas vendu un seul produit, ben, on n'aura pas le facturé. Donc, on peut jouer sur les délais. C'est vrai que Mathias a complètement raison. Bon, c'est pas mon rayon de toute façon, mais effectivement, il faut être prêt dès que la première facture tombe. Donc, tant qu'on n'a pas de facture, finalement, monter une boîte, c'est pas la peine parce que on va générer des coûts même pour rien. C'est-à-dire qu'il va falloir générer une résidence, enfin, un siège social, un compte en banque, une gestoria ou un cabinet comptable qui va commencer à nous faire, parce qu'il faut, dès qu'on monte une société, il faut déclarer ce qu'on fait. Donc, si on n'a pas vendu, on va déclarer des coûts et pas beaucoup de revenus. Merci Nicolas. Une question sur la forme de... Pardon. Juste pour rebondir ce que dit Mathias et Nicolas, il y a une difficulté additionnelle lorsqu'on constitue une société dont les associés est une personne morale. Imaginez qu'on est une société en France qui crée une filiale. Avant de pouvoir démarrer sur notre filiale, il faut d'abord identifier en Espagne la fameuse société mère, qui est aussi long. Donc, ce que disait Mathias, c'est que soit on a des sociétés qui sont déjà préparées, qu'on peut, voilà, des sortes de sociétés qui sont inactives et qu'on peut racheter, mais sinon, le processus c'est minimum 1 mois et demi, 2 mois si on part de zéro avec les fameux NIE et tout ça, c'est très long, il faut le savoir. Et puis après, il faut essayer d'obtenir, petite parenthèse, le numéro, si on fait de l'intracommunautaire, obtenir un numéro TV Intracom pour notre société espagnole. Et on a des problèmes énormes avec l'administration espagnole qui croit qu'on est que tous les sociétés qui démarrent avec peu de structure, avec peu de substance, sont des sociétés qui vont frauder, etc. Donc, on a parfois des problèmes aussi par rapport à ça. Donc, il faut vraiment prendre du temps. Et ce que disait aussi Nicolas, tant qu'on n'est pas prêt avec notre société espagnole, il faut facturer avec les autres structures que l'on a, parce que si on attend de l'avoir pour démarrer et on a déjà du business qui tourne, on peut être vraiment embêté. Merci pour ce complément, Benoît. Alors, il y a un moment aussi où il faut choisir la forme de société. Il y a une question qui est: quelle est la différence entre société limitée et SNLE? Vous êtes en silence, Benoît. Je ne sais pas si vous avez essayé de répondre. Benoît, on ne vous entend pas. Moi, SNLE, voilà. Nous, on travaille surtout avec des SL ou des SA. SNLE, Société limitada.
Oui, Les voilà. SLNE, ça a été créé en fait il y a, je sais pas, il y a sans doute 15-20 ans. Et en fait, c'était avant que tout se simplifie aussi dans la création des SL et dans la digitalisation des processus. En fait, il n'y a pas vraiment de différence. Ce qui me semble, c'est que la SLNE, elle a un nombre limité d'associés et pas la SL. Et c'est simplement au niveau des statuts, les organes de gestion sont simplifiés. Mais en fait, dans l'absolu, il n'y a aucune différence. D'accord. Une question au sujet des financements, puisque vous avez soulevé que c'était un point clé. Est-ce que vous avez des programmes de partenariat à conseiller? Est-ce qu'il existe des aides comme on a en France, par exemple, qui s'appelait l'ACRE ou la RCE aujourd'hui? Est-ce que vous avez des conseils à donner à ce niveau-là? Alors, je parle du coup. Alors, Ouais, vas-y. il y a pas mal, vous pouvez vous renseigner sur Internet. Voilà, je ne sais pas si je peux nommer certaines entreprises ou certains sites qui s'occupent de faire ça. Mais il y a beaucoup de choses qui sont disponibles, que ce soit déjà en Espagne, pour pouvoir voilà, démarrer son entreprise. Il y a des subventions. Il y a aussi des subsides qui existent pour les paiements de cotisations sociales pour soi-même, pour ses premiers employés. En fait, il faut généralement se faire accompagner par quelqu'un parce qu'il faut bien regarder. Il y a tout ce qui est relatif à l'Espagne, mais après, il y a toutes les communautés aussi qui ont, voilà, qui ont leurs aides qui en fait s'ouvrent dans un laps de temps qui est assez limité et c'est généralement premier venu, premier servi. Donc, il faut être assez, voilà, c'est quelque chose sur lequel ça peut prendre aussi beaucoup de temps parce qu'il faut généralement monter des dossiers, mais une fois qu'on a monté un dossier, après, voilà, c'est généralement un peu plus de spécificité dans les différentes aides qui existent. Mais c'est pas mal de se faire accompagner pour monter son premier dossier, pour pouvoir comprendre comment, voilà, comment en fait bénéficier de ces aides. Parce qu'en fait, ces aides, très peu de gens finalement les connaissent. Et en fait, très peu de gens prennent le temps. Parce qu'en fait, on regarde une convocation, peu importe laquelle c'est, elles font 18 pages. C'est écrit dans un espagnol très compliqué, on se dit mon Dieu. Donc voilà, c'est l'équivalent du modèle 720 pour les informations. Ouais, Et pour rejoindre ce que dit Mathias, parce que moi j'ai beaucoup d'étudiants qui se lancent souvent après leurs études, en fait c'est vrai qu'il y a beaucoup de fonds qui existent et il y a peu de centralisation de tous ces fonds en fait. Donc je vous encourage à fouiller Internet. C'est quelque chose que moi j'aimerais bien arriver à mettre en place dans le futur pour voir si on peut arriver. Alors c'est compliqué de centraliser des choses qui viennent d'Espagne, qui viennent d'Europe, mais je pense qu'il y a forcément des choses qui peuvent se faire au niveau de moteurs de recherche pour vraiment aller dans la spécificité. Par exemple, au niveau européen, il y a beaucoup de fonds qui existent, qui ne sont pas utilisés parce que les gens ne sont pas au courant. Et quand on veut se lancer, alors ce n'est pas des millions hein, pour se lancer, mais ça peut être effectivement les premiers pas d'une start-up, d'une entreprise pour tester son marché, par exemple. Et donc, je vous encourage à fouiller Internet au maximum, surtout sur les sites européens, aller voir un peu tout ce qui est entreprendre en Europe, entreprendre en France, entreprendre en Espagne, entreprendre à Madrid, entreprendre en Catalogne, entreprendre en Alicante, etc. Parce que tout ça fait que vous allez voir petit à petit, vous allez trouver toutes ces sources de financement. Ça paraît très compliqué au début. Effectivement, comme Mathias, j'encouragerais à vous faire aider. Mais une fois que vous en avez fait un, en général, après, c'est beaucoup plus simple. Donc, fouillez un peu. Nicolas, qu'est-ce que tu t'en penses, toi qui as eu cette expérience Oui, moi, effectivement, finalement, je n'avais pas eu beaucoup de besoin, mais on a essayé de limiter en trouvant des alternatives. Mais c'est vrai que quand on démarre, qu'on a 20 ans ou 25 ans, qu'on monte une société, on n'a pas encore un seul bilan, et on va voir une banque, la banque va vous dire vous êtes bien gentil, monsieur, mais non, quoi. Parce que les banques, ça fonctionne autrement. Hein, donc, les banques, ce n'est pas les premiers à aller voir. Moi, les banques, je les connaissais parce que j'avais déjà eu une société, j'avais des comptes sur des sociétés, etc. Donc, j'ai eu un contact qui était plus facile. Mais il n'empêche que quand on n'a pas tant qu'on n'a pas un premier bilan, c'est compliqué, ou au moins qu'on ne peut pas montrer qu'on a payé le premier trimestre de TVA. Ça veut dire que la premier trimestre de TVA, ça veut dire qu'on on a facturé vraiment, on a vraiment une manière de montrer qu'on a facturé quelque chose, puisque un trimestre de TVA, c'est on a encaissé les factures et on a payé des factures clients
et on a payé les factures fournisseurs. Donc là, c'est une première. Mais bon, même un trimestre, ça n'engage pas les banques. Donc effectivement, c'est un gros fouillis tout ça, comme tu disais Stéphanie. Mais il faut chercher. Il y a beaucoup d'institutions espagnoles comme ENISA par exemple, donc gouvernementales et publiques, qui donnent de l'argent. C'est mieux que les banques parce que elles prêtent, même parfois à fonds perdus. Il faut arriver à trouver. Dernièrement, j'ai des amis qui m'ont parlé qu'effectivement, il y a beaucoup d'argent au niveau européen parce qu'ils veulent relancer l'économie et l'activité après la pandémie, donc c'est évident. Et ensuite, il y a plein de petits projets aussi. Il y a des grosses sociétés comme Mercadona, par exemple, qui a un projet qui s'appelle Lanzadera. Il y a Santa Lucia qui en a un autre qui s'appelle un truc comme ça, dans le style. Bon, il faut chercher et trouver, mais il y a des… alors, effectivement, après, c'est Lanzadera et Santa Lucia et toutes les sociétés qui sont plutôt des fonds d'investissement qui veulent chercher des valeurs qui pourraient exploser à 10 ans. Il faut trouver son propre fonds parce qu'il y en a beaucoup qui sont très orientés fintech ou digital, donc il y en a qui cherchent rien sur le métier classique. C'est-à-dire que moi, pour trouver des gens qui veulent investir sur la réparation d'électroménager, c'est plus intéressant de faire une app sur la finance, tu vois, la fintech, etc. Pourtant, il y a une société française qui s'est lancée sur la réparation il y a 3 ans, qui fait un peu ce que moi je vends, ce que je propose. Elle a sorti en 2 fois. Je ne donnerai pas son nom, mais elle a sorti la première fois 2 millions d'euros. Et là, elle vient de ressortir, parce que ça a marché, elle a fait, en 3 ans, elle est passée à 3 millions d'euros assez rapidement. Bon, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est ce qu'ils montrent en tout cas, c'est pas mal. Et là, ils ont sorti 8 millions d'euros. En 2 tours de table, ils ont sorti 10 millions d'euros. C'est énorme. Et ils font de la réparation d'électroménager. C'est pas… c'est un gars qui sont sortis d'école, qui a monté un truc, qui se cogne avec le métier, qui commence à le comprendre, ce que nous on n'a pas eu à faire parce qu'on arrivait déjà mais bon, voilà, tout est possible. Effectivement, il faut chercher Faut jamais, c'est ce qui, on l'a pas dit vraiment tout à l'heure, mais un peu expliqué, c'est qu'il faut jamais baisser les bras. Si vous avez une idée, vous êtes sûr que votre idée elle est bonne, foncez quoi. Après, le marché peut être en retard sur votre idée. C'est-à-dire que moi, il y a 5-6 ans, venaient me voir tous les gars qui voulaient faire du paiement en déplacé. Ils avaient un petit boîtier. Donc le client, vous savez, pour un technicien électroménager vient chez vous et pour le payer, on a un dataphone, comme on dit, une Game Boy, comme on dit en français. Non, on met la carte dedans et tout, et puis c'est connecté avec la banque, c'est un GPRS ou en 3G. Et les gars montaient des petits boîtiers, on mettait la carte, ils inventaient toutes sortes. Et ça, c'était il y a 6-7 ans, et c'était en avance sur le marché. Mais le marché n'était pas prêt. Donc, et pourtant, c'est la super technologie. Ils ont tous disparu. Ou il y a peut-être un qui est resté, je ne suis même pas sûr. Mais maintenant, vu qu'on a la carte de crédit sur le téléphone portable, terminé. Et puis on peut payer avec des affaires. Voilà. Alors, on va bientôt finir parce que là, on a un petit peu dépassé. Je dirais qu'il y avait une question sur les fonds français. Est-ce qu'il existe des fonds pour les Français à l'étranger ? Alors oui, il existe plus, je dirais plutôt des comment ça s'appelle, il y a des prix d'innovation, des prix, etc. Il y a surtout des fonds pour les Français, les Européens en fait, qui innovent en Europe et qui se lancent. Là, je pense qu'il y a de quoi faire. On va terminer, on va prendre toutes vos questions, ne vous inquiétez pas, on va les envoyer à nos panélistes et puis on va vous mettre en contact avec eux si vous êtes intéressés pour que vous ayez les réponses. Il y avait une question que moi je trouvais intéressante, c'était si c'était à refaire, Nicolas et puis Mathias, qu'est-ce que vous feriez différemment ? Moi, c'est simple, enfin, je le referai peut-être ou pas, je ne sais pas, mais il y a une chose qu'on n'a pas parlé, c'est quand on fait une société, on choisit des actionnaires ou des associés. Donc, on monte une société, on choisit des actionnaires. Donc, il faut savoir une chose, à mon avis, il y a pas, ça existe, on ne peut pas mener une société avec 10 actionnaires, chacun 10%. Ça ne marche pas. D'accord ? Il faut se décider. Soit on prend 51% de départ, ou au moins 50% plus une action, d'accord ? Comme diraient les spécialistes, nous dirait peut-être Benoît. C'est-à-dire on prend ou la majorité parce qu'on veut mener la société, on veut mener le projet, c'est notre société, c'est notre financement, je ne sais pas, c'est notre bébé, on veut diriger, il faut avoir 51% de part. Si cette idée-là n'est pas bonne,
Si ce n'est pas l'idée qu'on veut, c'est-à-dire moi non, oula, non, moi je veux bien investir, je veux bien avoir un boulot et tout, mais bon, je préfère rester en retrait, je ne suis pas un leader, je ne suis pas un manager, je ne veux pas avoir à être responsable de rien, etc. Donc ben, je mets 20%, je mets 30%, enfin je mets un truc et je m'associe à quelqu'un qui veut diriger. Mais à mon avis, d'ailleurs, je pense vraiment que ça devrait être interdit par la loi d'avoir 10 associés à 10% ou 100 associés à 1%. C'est une aberration parce qu'en finalement, ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait un qui… Enfin bon, aujourd'hui, oui, il y a une société qui est cotée, il y a un gars qui dirige, il y a 50 millions d'actionnaires, tous ils ont 10 ou 20 euros, etc. Bon, c'est magnifique. Mais au début d'une société, quand on la monte nous dans notre garage, comme on dit, non, le mieux, c'est qu'il y en ait un qui décide, qui dit, OK, moi, je prends même s'il y a une possibilité de pacte d'associés, etc. Je pense que le mieux, c'est de savoir bien ce qu'on veut. Ou je veux diriger la société, qu'elle soit moi, ou je veux juste participer et suivre le leader. C'est mon avis. Il peut discuter. Je voudrais rajouter quelque chose par rapport à ça. C'est aussi à chaque fois qu'il y a des actionnaires qui rentrent dans la société, en fait, ils doivent pouvoir être justifiés plus tard si d'autres actionnaires rentrent dans la société. On ne peut pas avoir ce qu'on appelle des actionnaires dormants. Donc, en fait, des actionnaires qui étaient là au début, voilà, des associés qui étaient là au début, en fait, qui n'ont plus aucune relation avec l'entreprise, mais qui ont toujours des parts. Donc, c'est pour ça qu'avoir un pacte d'actionnaires est extrêmement important et un pacte d'actionnaires très bien fait, pas quelque chose qu'on fait à la va-vite sur un bout de feuille. Oui, parce qu'il faut choisir, il a raison, parce qu'il faut choisir. Non seulement, on est tous potes quand on fait une société, mais quand ça se passe mal, il faut savoir quelles sont les possibilités de sortie de chacun. Et le pacte d'actionnaire doit prévoir, voilà. Fait qu'on gagne tout de l'argent, normalement, enfin, quoi que tout va bien, non, il y a toujours un qui est plus intéressé que les autres. Quand on perd de l'argent, tout le monde se tire dans les pattes, donc il n'y a pas de juste milieu. Non, c'est vrai qu'il faut prévoir les possibilités de sortie de chacun. Et ça, c'est très Benoît, un dernier conseil? Disons que moi, je ne suis pas spécialiste comme Nicolas et Mathias dans tout ce qui est consulting, mais il est clair qu'il faut au départ être bien entouré pour faire les premiers pas, parce qu'on est dans un monde hyper bureaucratique malgré tout. L'administration ici s'est énormément améliorée en termes, on va dire, de procédures informatiques, mais ça reste ultra bureaucratique, l'exemple que je donnais tout à l'heure. Donc, il faut vraiment se faire accompagner au départ. Et après, au fur et à mesure de l'évolution et de l'activité et du business, peut-être que certains appuis sont moins nécessaires. Mais vraiment, surtout pas tenter l'aventure tout seul. Barrière de la langue, problème bureaucratique, on tourne dans tous les sens et on n'y arrive pas. Moi, je récupère parfois des dossiers très mal en point de gens qui ont voulu faire ça par eux-mêmes et non, quoi. Enfin, je pense qu'il faut au début être bien entouré. Il faut savoir ce qu'on est bon à faire et puis là où on est moins bon et savoir bien s'entourer. Ça, je suis tout à fait d'accord et c'est un des premiers conseils qu'on donne à nos étudiants également. Nathalie, merci beaucoup. Benoît, Nicolas, Mathias, merci infiniment pour votre temps et votre énergie. Je pense qu'on a partagé beaucoup de choses et c'était très intéressant pour tout le monde. On va vraiment vous faire passer les questions, on va faire le suivi. Et puis, bonne soirée à tous et merci encore d'être venus avec nous ce soir. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Ouais. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.